Cette semaine, Méditerranéo fait la part belle à la culture et au patrimoine. À Palerme, rencontre avec des artistes lors de la Biennale internationale des arts. À Montpellier, nous découvrirons une zone artistique temporaire. Cap ensuite sur Ajaccio en Corse pour évoquer le développement de l'aquaculture. Enfin, la séquence mémoire nous conduira sur la route du Liège en Espagne et dans le sud de la France. La Biennale internationale des arts de Palerme a tenu toutes ses promesses. L'objectif était de décliner l'art méditerranéen dans toute sa diversité. Des centaines d'œuvres ont été présentées, rencontres avec des artistes insulaires qui parlent de leur passion. Discussion informelle entre deux artistes, l'un d'origine corse, l'autre italien. Sì, ho lavorato anche la luce. Forcément des points communs et un débat passionné sur leurs sources d'inspiration. Nous sommes dans les allées de la Biennale internationale d'art de la mer Méditerranée de Palerme. Des centaines d'œuvres exposées et une ligne directrice, la réalité d'un art méditerranéen dans toute sa singularité. Les sources d'inspiration, elles sont simples. C'est la lumière de la Corse. Il suffit de sortir, d'ouvrir les yeux, on a tout. Et pour ça, on est privilégié. Et c'est vrai que, donc, justement, c'est un petit peu ce qui est propre aux îles et à la Méditerranée, c'est que nous avons déjà les œuvres dans nos paysages. Et il n'y a plus qu'à retranscrire ça. C'est beaucoup plus facile pour nous. Pour moi, l'art méditerranéen, c'est celui qui réunit des artistes qui ont des racines communes, des valeurs qui leur sont propres. Un environnement ensoleillé, le rapport avec la mer, le bon vivre, toute une ambiance qui se retrouve dans leur création et où le public se reconnaît. Pietro Scortino, palermitain d'origine, est un amoureux inconditionnel de sa ville. C'est sa première source d'inspiration. On la retrouve dans toutes ses créations. Son thème de prédilection, le personnage de Pinocchio. Il lui offre de multiples facettes, une déclinaison de couleurs, de nuances, liées à son environnement direct. L'arte della Mediterranea sono i profumi, i colori che io porto nei miei lavori. L'art méditerranéen, ce sont des parfums et des couleurs. On les retrouve dans tout mon travail. Par exemple, quand je me rends dans un marché de ma ville de Palerme, c'est déjà tout un cadre d'inspiration évident. Il y a des personnes, la nature, avec tout un foisonnement de couleurs incroyables. Il suffit d'entrer dans un marché pour le voir. Un autre exemple, dans les magasins de tissus siciliens, les nuances sont là aussi incroyables. Une véritable explosion de couleurs. Cela vous donne une sacrée énergie pour travailler. Autre regard, celui d'Anne-Clémence de Grolet, lyonnaise d'origine. Elle a découvert la Sicile il y a une vingtaine d'années. Depuis, elle ne l'a plus quittée. Ses œuvres dénoncent aussi les travers de la société qui l'entoure, comme cette maquette reproduisant un assemblage improbable de béton, d'immeubles et de routes. Autre exemple, le drame des migrants en Méditerranée. Un alignement de bateaux qui rappelle cette fuite éperdue. La Sicile, bon, c'est un peu un slogan, c'est vraiment une mosaïque de peuples, de lieux, de langues. Donc c'est difficile de répondre par une seule couleur. Il y a la Sicile du bord de mer,
non, avec cette couleur évidemment de la Méditerranée qui est très forte. Il y a des terres de couleurs très différentes en Sicile selon qu'on se trouve près de l'Etna, des terres volcaniques ou des terres, les terres de l'ouest de la Sicile qui sont beaucoup plus claires. C'est comme si la Sicile m'avait proposé et offert beaucoup plus que ce que j'avais pu imaginer. Donc je suis venue ici avec, si on peut dire, un fantasme de Sicile, mais qui était bien inférieur à ce que j'ai rencontré ici, qui est pratiquement sans fin. Des panneaux tels des signatures. L'ensemble des pays du bassin méditerranéen participe à cette autre exposition. Chaque artiste ici laisse libre cours à son imagination, avec une ligne directrice toutefois, l'appartenance à des territoires qui partagent une histoire commune. On a voulu appeler cette exposition l'archipel de la Méditerranée. Tous les pays représentés ici sont comme des îles. Ils ont tous un territoire bien délimité, une culture et des formes d'expression qui leur sont propres, mais tous ensemble dépendent de la mer. Cheval bleu, c'est l'intitulé de cette création de Pierre-Paul Marchini. Cet artiste ajaccien aime à détourner le sens des couleurs. C'est son émotion, son écriture. Ce peintre autodidacte est aujourd'hui reconnu par les spécialistes. Un magazine en Italie vient de le classer parmi les 50 maîtres de l'art contemporain. Une reconnaissance internationale qui lui ouvre de nouveaux horizons, à l'image de cette rencontre impromptue avec José Dali, le fils du maître catalan du surréalisme. En 1946, Henri Matisse avait créé l'association de l'Union méditerranéenne pour l'art moderne. Il s'agissait d'offrir aux artistes venus de ces pays une plus grande visibilité. Cette biennale organisée à Palerme n'est finalement que le prolongement de cette idée. La Méditerranée revendique sa différence. Les œuvres présentées lors de cette manifestation sont là pour nous le rappeler. C'est un concept innovant né à Montpellier, une zone artistique temporaire. De quartier en quartier, cette zone envisage l'espace public comme lieu de liberté et d'expérience où résonnent projets artistiques et urbains. Installer la culture au cœur de la vie des gens, confronter les habitants d'un quartier à des créations artistiques contemporaines pour provoquer des rencontres inédites, de l'émotion et du partage. Voici quelques-uns des objectifs de la ZAT, Zone Artistique Temporaire, une manifestation culturelle originale qui prétend que la culture peut nous aider à vivre ensemble. Si on dit aux gens, venez écouter un concert de musique contemporaine à Figrol, oh là là, si on a 30 personnes, on est vraiment content. Là, tout d'un coup, il n'y a pas de barrière entre les genres. On vient tout d'un coup écouter des choses. Et puis l'espace public, mine de rien, c'est important parce que c'est quand même ce qu'on partage. C'est aussi des quartiers qui se transforment. Et je trouve que l'art et la culture, bien sûr, il faut qu'ils aient leur lieu à eux, mais quand ils se frottent à la ville en train de se transformer, c'est vraiment passionnant. Et alors ce qui est très intéressant quand on commence à travailler avec les gens ici, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des frontières invisibles évidemment, mais elles sont très fortes. Souvent des gens ont peur de rentrer dans la cité Gély, mais à l'inverse, les gens de la cité Gély ont peur d'aller ailleurs. Donc ce qui est quand même assez passionnant dans cette aventure, c'est qu'on s'aperçoit que tout se croise. Là on a aujourd'hui la crème des musiciens classiques qui jouent à la chapelle Gély, avec le quartier qui vient comme une sorte d'évidence. Et à l'inverse, les freerunners vont partir de la cité pour aller investir le reste de Figrol. Donc on est plutôt dans un moment où au contraire les choses se croisent et ça nourrit tout le monde. Lynn Colson dirige une boutique d'écriture au cœur de Figuerolles. Dans le cadre de la ZAT, elle a travaillé avec un artiste anglais qui réalise des installations sonores utilisant pour matériaux la parole des habitants des villes où ils s'installent. Tout fuit, tout s'échappe, le sable entre les doigts, l'air de ma poitrine, le vent dans les feuilles, les mots pour le dire, tout ce qui m'habite. Ce qui nous intéressait dans cette proposition,
c'est le fait que Thor travaille sur la question de l'écriture et de la parole, du passage de l'écriture à la parole, de l'écriture sur Internet, dans le numérique, etc., à la prise en charge par quelqu'un qui dit les choses en les portant en son nom propre. Parmi les habitués de la boutique d'écriture, Lynn accueille un certain nombre de migrants qui ont aussi participé au projet via des ateliers d'apprentissage de la langue française. La nuit, avec les étoiles, il y a du vent et les vagues dans la mer. Après, le bateau casse. Après, il tombe dans la mer. La question qu'il interrogeait, c'était la question du refuge, de la migration, de où est-ce qu'on trouve la traversée. De la traversée, voilà. Après, il vient, le requin. Il mange le pirate. Après, il tombe dans le ciel, l'homme. Après, il tape le requin. Après, il mord le requin. On lui avait aussi envoyé des textes qui avaient été écrits en atelier d'écriture. Avant son intervention, avant qu'on sache qu'on travaillerait avec lui. Je me souviens de ma maman que j'aime. Je me souviens du soleil tôt le matin, qui faisait comme ça, rouge. Pour certains textes, il a trouvé son compte, il a tout de suite dit, bon, bah, ça c'est exactement le genre de matière textuelle avec lequel je voudrais travailler. Sur le fait que 4 sont en vrai, 2 autres là avec la rubalise, les 2 ils partent. Carrément. Voilà, on ouvre la route en fait. À quelques centaines de mètres de là, au cœur de la cité Gély, des freerunners ont travaillé en résidence au milieu des habitants du quartier. Par rapport à cette pratique qui explore la ville, l'idée c'était de recréer un spectacle qui va explorer un quartier, qui va amener le public dans une balade onirique, qui va raconter quelque chose. Je pense qu'il y a vraiment ce côté assez important de raconter là où on est, révéler ce qu'on y a trouvé dans la semaine. Donc la mise en scène, on va dire, d'un projet comme celui-là, qui est une création in situ pendant plusieurs jours au sein d'un quartier, se nourrit de plein d'anecdotes, de petites choses qui font ce quartier, qui font son histoire et qui font son quotidien. Au début, on a du mal à s'intégrer. Les gens nous demandent pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fout là, comment ça se fait qu'on décore un petit peu avec ces rubalises blanches et rouges un peu les murs de leur cité. Pourquoi on donne des mauvais exemples à leurs enfants à grimper sur les toits des bâtiments. Et après, au fur et à mesure du temps qu'on passe à rencontrer, à discuter, eh bien, les parents et puis les grands-parents aussi, et plusieurs générations nous font confiance et nous sourient aujourd'hui, alors qu'au début, ce n'était pas spécialement le cas quand on arrivait ici. Le spectacle 0 degré s'est nourri de l'histoire de la cité et de ses habitants. Pour Julien Marchessault, le metteur en scène, c'était tout l'intérêt du travail en résidence au cœur de ce quartier. Il y a des petits clins d'œil concernant l'état du quartier, ce que les gens y vivent, leur passé. Enfin voilà, il y a un immeuble ici qui a disparu et ça a été très douloureux pour le quartier. Ben, évidemment, on ne peut pas passer à côté de ça. Comment je me nourris? Moi, c'est une chance de fou d'avoir accès à cette cité où on a réellement l'impression de prime abord qu'on est enfermé, que les enfants ne peuvent pas aller plus loin. Et l'idée de pouvoir, à l'intérieur de cet enclos, monter au sommet et voir à quel point on n'est pas plus détaché d'ailleurs qu'à un autre endroit. On est dans la ville de Montpellier et c'est en plein cœur de Montpellier, et monter sur un immeuble permet simplement de voir qu'il n'y a plus les limites qu'il y a au sol et que simplement tout s'ouvre à nous et tout est possible. Samedi matin, dans le parc de la Guirlande, les spectateurs de la ZAT ont découvert l'installation de Thor McIntyre-Burney et ses haut-parleurs suspendus. La place Tahrir est excitée de joie, de fierté et de célébration. J'aimerais que vous soyez tous avec moi. Le projet The Speakers, né au début des révolutions arabes, se nourrit dans chaque ville de paroles différentes. Cela a commencé avec des tweets des gens qui étaient en train d'écrire sur leur téléphone pendant qu'ils étaient dans l'espace public, en train d'essayer de changer des choses, comme pendant une révolution. Cela a commencé avec la place Tahrir en Égypte, et depuis, cela change, cela évolue. Qu'est-ce qui se passe si nous mettons ces mots, ces choses que nous voyons sur nos téléphones, dans la bouche des gens d'ici, diffusés ici, si nous les transposons dans leur réalité? Moubarak est une grande partie du régime, mais pas la seule partie. Le régime doit tomber complètement. Certains des textes les plus forts ont été écrits par des enfants et par des gens qui sont en train d'apprendre le français. On pense qu'on a besoin d'avoir un large vocabulaire pour être créatif.
Mais je pense que parfois, quand vous avez très peu de vocabulaire, vous finissez par être créatif sans vous en rendre compte. Samedi soir, entre chiens et loups, les freerunners de 0 degré ont entraîné des milliers de personnes à leur poursuite dans les rues de la cité Gélie. À Figuerolles, l'espace d'un week-end, la culture a ainsi réussi à abattre les murs invisibles et permis à des milliers de personnes de redécouvrir ensemble un quartier de leur ville, au-delà des préjugés et des idées toutes faites. Depuis une dizaine d'années, le secteur aquacole est en plein développement en Corse. Regard aujourd'hui sur les activités d'une société à Ajaccio qui produit plus de 1000 tonnes de poissons par an et exporte 80% de sa production, un secteur fragile et une forte concurrence internationale. « 7 h du matin dans le golfe d'Ajaccio. Les ouvriers de la ferme aquacole de la Parata sont déjà sur le pont. Les équipes chargent filets et aliments avant de se rendre sur site. Nous embarquons avec Emeline, qui travaille depuis plus de 5 ans sur l'exploitation, installée à quelques dizaines de mètres des îles Sanguinaires. Je suis vraiment une passionnée du milieu marin, des poissons, de la mer. C'est vraiment quelque chose de comment dire, exceptionnel de pouvoir faire ce genre de métier dans des endroits comme ça. Sur site, une équipe de pêcheurs est déjà en place et s'active sur une des cages pour faire le prélèvement du jour. Quand on va remonter, du coup, ça va faire une poche et on va se remonter le poisson qu'on aura besoin après. D'accord, donc combien vous en prenez? Là, on a une tonne à prélever. Aujourd'hui, il s'agit du maigre d'Aquadea, dont la qualité est reconnue. Il est le seul certifié label rouge en Europe. Le poisson est élevé durant 3 ans dans les cages de la Parata ou de Campomoro et sa population est constamment renouvelée. Pour renouveler la production, nous réalisons des alevinages une fois par an, au mois d'avril, où nous réceptionnons les petits alevins de 3 grammes et nous les élevons pendant 3 ans afin d'amener le produit à taille marchande. L'entreprise produit plus de 1000 tonnes de poissons chaque année sur 2 sites en Corse du Sud. 3 espèces différentes sont élevées, le maigre, le loup et la dorade. Chaque poisson est surveillé de près par des équipes de plongeurs afin de réaliser un suivi détaillé. Car la question sanitaire a une réelle portée commerciale. On a vraiment une traçabilité amont des géniteurs du poisson. Tout ce que le poisson a mangé dans son cycle de vie, on a des cycles très lents qui sont jusqu'à de 3 ans à 3 ans et demi. Et donc on a vraiment une traçabilité totale jusqu'à la vente, oui. Pour leur donner ce qu'il y a de meilleur, il faut en prendre soin. Complètement, donc on travaille beaucoup sur le stress du poisson, donc travail à faible densité, avec une alimentation, je dirais, rationnée. Donc on ne nourrit pas à tout bout, hein. Effectivement, on garde un poisson en tension pour avoir une meilleure qualité de chair. Les aliments sont principalement composés d'huile de poisson et d'huile végétale. Fernand est chargé de nourrir tous les jours les espèces de la ferme aquacole. Chaque jour, ce sont plusieurs centaines de kilos d'aliments qui sont distribués dans les différentes cages. On le projette avec cette machine qui puise de l'eau, qui passe dans un circuit, qui est projeté de l'autre côté, qui passe à travers une pompe. Et en fait, ça projette le grain directement, enfin les granulés directement dans la cage. Une qualité de traitement qui a fait le succès de Gloria Maris, fondée en 1992 en Corse. Aujourd'hui, le groupe dispose de 7 sites d'élevage en Europe pour 30 millions de chiffres d'affaires annuels. Et même si un marché de niche existe sur l'île, l'entreprise exporte la majeure partie de sa production. L'entreprise est surtout tournée à l'exportation aujourd'hui. Donc elle fait 50% hors France, elle doit faire à peu près 30% sur le continent et 15 à 20% sur la Corse, quoi. En vérité, c'est ce qui a assuré le succès de l'entreprise, plus qu'autre chose. C'est-à-dire que la Corse est potentiellement exportatrice sur ces produits-là. Ses capacités de production sont très supérieures à ses capacités d'absorption et de consommation. Donc c'est une filière export pour la Corse, c'est une belle filière export. Une réussite pour l'entreprise basée à Ajaccio, mais jamais vraiment de stabilité. Entre concurrence et dégradation climatique, la filière aquacole est sans cesse confrontée à une multitude de difficultés. Les difficultés dans ces métiers, c'est incessant, parce que on est dans le monde du réel. Là. Vous pouvez tout perdre en une journée sur une tempête. Donc vous êtes dans un monde extrêmement
dangereux quoi, pour l'entreprise. Et on vit avec ces difficultés au quotidien. Hein. Il y a aussi comme difficulté une forte concurrence internationale sur ces métiers. On n'est pas toujours bien armé pour lutter contre, parce qu'on a des niveaux de prélèvement qui sont très supérieurs à ceux de nos voisins, quoi. Je ne parle même pas des coûts de main-d'œuvre, mais les prélèvements obligatoires sont très supérieurs à tout ce que vivent nos concurrents. Autre complication, l'entreprise peine à recruter localement, car aucun établissement de l'île ne propose de formation spécifique en élevage aquacole. Pêcheurs, plongeurs, responsables alimentation, aujourd'hui ils sont 40 salariés à travailler sur les 2 sites d'élevage en Corse. La séquence mémoire avec un regard sur l'exploitation du chêne-liège, c'est le Portugal qui est le leader dans ce domaine. Nous avions suivi la production en Espagne et en France, l'une florissante, l'autre en déclin. L'âge d'or, c'était dans les années 1920. L'industrie du liège employait plus de 2000 personnes dans le Var et l'on récoltait 11 000 tonnes. Aujourd'hui, à peine plus de 300 tonnes de liège sortent du massif des Morts chaque année. La filière a périclité. Seuls 2 industriels survivent. T'as vu là? J'ai vu une petite blessure de mer, ça serait intéressant. Pour relancer la production et sauvegarder le milieu, les propriétaires forestiers sont regroupés en association. Chloé et Mado leur apportent connaissances techniques et vision globale. On s'est aperçu qu'effectivement, dans les zones exploitables, il y avait un fort potentiel d'exploitation de liège. Après, si on raisonne du point de vue économique et du point de vue du tissu industriel, c'est là que tout est à faire en fait. Ici en Catalogne, tout va bien. Les usines tournent à plein régime. 300 000 bouchons sortent chaque jour de cet atelier. On pensait le liège terrassé par le plastique et les capsules à vis. Il n'en est visiblement rien. Ces produits nous ont aidés à évoluer pour atteindre une meilleure qualité avec le liège naturel qu'avec le bouchon plastique ou aluminium. Dans ce laboratoire de l'Institut catalan du liège, on affine chaque jour la qualité. Les industriels ont quasiment réussi à éradiquer les molécules de trichloroanisole, responsables du goût de bouchon. Nous avons travaillé beaucoup, nous avons fait avancer le secteur, mais oui, pour moi, je pense qu'il avait un avenir. Un avenir qui est le quotidien de Johan Botté, sylviculteur passionné. Il exploite une propriété de plus de 1000 hectares, composée essentiellement de suberré, la forêt de chêne-liège. Alors ici, nous avons un des arbres modèles. Johan connaît chaque arpent de terrain par cœur. Il est très fier de nous montrer ses plus beaux spécimens. C'est un arbre modèle. J'aimerais avoir des arbres comme celui-là dans toute la forêt. La hache ne pénètre pas très bien. Comme l'arbre est très bon, il faut juste un peu taper, pas la faire pénétrer. Oui, regardez ça, c'est mon moment historique. Travail de précision. Le leveur ne doit pas endommager la couche régénératrice de l'arbre. Chaque chêne-liège est écorcé tous les 13 ans. Regardez cette panne, c'est extraordinaire. De toute façon, ça c'est réellement ce que j'aimerais bien de faire en toute la forêt. Mais chaque arbre est comme une personne, chaque arbre est différent. L'œuvre est datée et signée dans cette forêt qui peut paraître mal entretenue et pas débroussaillée. Ça c'est un liège mâle. Mais ici, tout est calculé et c'est cette conduite sylvicole qui permet une meilleure croissance du liège qui a besoin d'humidité. Chaque nuit, le pompage d'eau de la transpiration, vous faites un ensemble humide. Et s'il y a des branches et des barrières, part de cette humidité reste dans la forêt. Et ça, c'est une des clés. Johan a parcouru du chemin pour parvenir au sommet de son art. Il prend en compte la forêt dans sa globalité. Pour vivre de son domaine, il fait feu de tout bois, eucalyptus pour la pâte à papier, bois de chauffage, pin pignon, écotourisme. Le liège représente 50% de sa production.
Méditerranéo est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.